Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Des leaders de l'opposition et quelques acteurs de la société civile viennent de se retrouver à Yaoundé à l'initiative du docteur Adamou Damdjoya. Il était question pour ces différents leaders de revisiter les accords de 1991, les accords de la tripartite. Il est question pour ces acteurs-là, en tout cas au cours de ces travaux, de revisiter ces accords dans le sens de s'en inspirer pour tenter d'agiter les idées qui pourraient permettre de trouver une solution durable à la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette tripartite était-elle une réussite au point où il faut s'en inspirer pour essayer de résoudre cette crise-là? Quelles étaient les principales recommandations de cette tripartite? Et 26 ans après, peut-on s'en réjouir? 237 débats ouvre le débat sur cette question ce soir, certainement peut-être pas pour creuser, mais pour planter le décor en attendant de revenir plus amplement sur cette problématique dans nos prochaines éditions. Mais pour ce soir également, nous proposons de nous intéresser à deux questions d'actualité majeure. Il s'agit notamment du Zimbabwe avec la démission du président Robert Mugabe, le président Robert Mugabe qui a été forcé de jeter l'éponge, et le vice-président qui avait été démis de ses fonctions, qui revient à Harare pour prendre les commandes du pays en assurant l'intérim, peut-être dans la perspective de devenir le prochain chef d'État au Zimbabwe. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer? Bien évidemment, l'autre question d'actualité majeure qu'il faudra décrypter dans le cadre de cette émission 237 le débat, c'est cette situation des Noirs esclaves en Libye. Ces images ont fait le tour du monde et suscitent l'indignation générale, au point où le secrétaire général des Nations Unies a fait une sortie dans laquelle il indique que ces pratiques pourraient être considérées comme des crimes contre l'humanité. Que faut-il en penser? Voilà donc les questions qui meubleront cette émission 237 débat. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 débat pour évoquer ces questions, le professeur Jean-Michel Tekam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous êtes professeur titulaire des universités, je crois, depuis 1982. C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite, mais vous continuez d'offrir vos services à l'Université des Montagnes, à Bangaté, c'est à l'ouest du pays. Vous êtes biochimiste, c'est bien cela? Chimiste, thérapeute, voilà. Merci, professeur. Vous savez, nous autres qui n'avons pas fait ces sciences pures, là, on a du mal à s'y retrouver. Encore merci donc d'être venu. Vous vous considérez comme le fils spirituel de Monseigneur Albert Ndomo. D'ailleurs, lorsque vous fondez votre parti, vous indiquez que votre objectif, c'est d'assurer, on va le dire, la renaissance camerounaise sur le plan politique, institutionnel et même social. Aujourd'hui, vous êtes militant de l'UPC, en tout cas cadre de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Infiniment merci donc d'être venu sur le plateau de 237. J'introduis également le professeur Mathias Eriko Nankini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je vous en prie. Voilà, vous êtes enseignant, en tout cas maître de conférence à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'Université de Yaoundé de Soa, où vous avez été chargé de cours pendant pratiquement 16 ans. C'est vrai que vous avez fait, il y a quelques années, je crois précisément en septembre 1997, une thèse à Bordeaux 4, la sociogénèse de l'ordre politique au Cameroun entre autoritarisme et démocratie. Et depuis lors, je crois également, il y a beaucoup d'autres ouvrages, beaucoup d'autres articles que vous avez rédigés, des travaux qui portent essentiellement sur la sociologie politique, transition politique, démocratique au Cameroun, en Afrique, entre autres. Vous êtes, je crois, également enseignant à l'IRIC ou à l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, entre autres. Et vous êtes également membre de la Fondation Pierre Angoela. Merci. Paul Angoela. Voilà. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de 237, le débat. J'introduis également le docteur
Joël Raphaël Wansi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Oui, je suis content d'être avec vous. Voilà, ce n'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau et donc tes spectateurs le connaissent assez bien, mais je dois préciser que vous vous intéressez beaucoup aux questions d'environnement et également au droit international. Voilà. Merci donc d'être venu. J'introduis le docteur Louison Essoma. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Oh, c'est un plaisir, surtout que la joie est mienne en ce moment de partager le plateau avec les aînés dans la chaire académique. Donc vous pouvez imaginer que je suis fier d'être là et je serai toujours présent lorsque vous aurez sollicité mon expertise Voilà. pour éclairer la lanterne. Merci donc docteur Essoma d'être venu. Vous êtes enseignant, chercheur et vous êtes à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Douala. Messieurs, je vous propose en guise de mise en bouche de regarder ce reportage que nous propose Kate Diarra. C'est en rapport, non plutôt, on va regarder ce reportage de Marcelin Gansop et Joël Essengue à Yaoundé, un reportage qui revient donc sur les témoignages, qui rapportent dans les témoignages des conditions de vie difficiles des Camerounais qui reviennent donc de Libye. Vous savez, depuis quelques jours, des images choquantes font le tour des réseaux sociaux et de plusieurs autres canaux sur des pratiques esclavagistes en Libye, dans une localité près de Tripoli. Je vous propose de regarder ce reportage juste derrière le commentaire des panélistes. À peine ont-ils foulé le sol de Simalène qu'ils ont commencé à ressasser les mauvais souvenirs d'une aventure qui a mal tourné. Surtout en Libye, où chacun des migrants a une histoire rocambolesque, digne d'un film d'horreur. La vente, c'est comment quand tu dis que tu pars au Maroc ou que tu pars en Algérie, on te donne une voiture. Ce n'est pas comme l'axe de Douala, comme vous connaissez comment ça, c'est la route de Douala. Le désert est tellement vaste que vous ne pouvez pas savoir. C'est comme vous trouvez en Libye. Vous voyez, ce n'est pas le drapeau, comme vous comprenez que vous n'êtes pas en Algérie, que ce n'est pas votre destination. Le noir est considéré là-bas comme une marchandise. Il est vendu comme une poule. Il est kidnappé en route. Quand il marche là, il peut être kidnappé à tout moment pour être vendu à 300 dinars, qui est l'équivalent de 30 000 francs CFA. Et on va demander à ta famille de payer près de 1 500 dollars, 2 000 dollars. J'ai subi cela. Ma famille a payé 1 500 dollars. Ne tentez même pas. Si vous essayez, vous allez retourner. Moi, je suis rentré sain et sauf grâce à Dieu. Mais peut-être que vous n'allez même pas rentrer sain et sauf. J'ai fait un mois de prison, 6 jours. Je suis sorti, ma famille a payé de l'argent, mais c'est pas facile quoi. En Libye, on fraude les gens, on maltraite les gens. Mais la Libye n'est pas le seul pays où les migrants subissent de pires atrocités. Dans d'autres pays du Maghreb, c'est sensiblement la même galère et au bout du compte, la même désolation. J'étais d'abord au Maroc, je suis revenu au Cameroun, j'ai pris ma femme. Et puis, on me partait au Maroc. J'étais arrivé au Niger. On quitte du Cameroun pour le Nigeria, Niger. C'est au Niger que tous les carrefours, ceux qui sont partis en Libye, partent en Libye, ceux qui sont partis en Algérie, pour aller au Maroc. Pour arriver au Niger, à Gabès, on nous a vendu, parce qu'on a vendu les hommes là-bas, c'est les coxeurs qui font ça. Moi, j'ai fait un peu l'Algérie, près de 6 mois là-bas. Tout ce que tu peux faire là-bas, c'est des chantiers. Toi, tu as fait les études, mais tu pars là-bas faire des chantiers et tout ça. Mais je ne critique pas mon départ parce que je sais que j'ai beaucoup appris de cette aventure. J'ai retenu beaucoup de leçons. Revenus les pieds sur terre, en chair et en os, ces compatriotes respirent enfin l'air de la liberté et s'empressent de refermer les pages d'une aventure horrible qu'ils ne sont plus prêts de revivre. Le faux voyage m'a coûté beaucoup d'argent, j'ai payé les 6 000 euros. Donc quand j'arrive au pays, j'ai tout vendu, le fond et le confort. J'ai vendu tout à la maison, à la chambre, tout. Bon, même pour dormir, il n'y a pas. La question que je me pose, c'est comment ferais-je? Je le parle par expérience pour ceux qui me connaissent. J'ai 21 ans d'aventure. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vécu au Cameroun. Je remercie le bon Dieu, l'OIM, la communauté camerounaise, les dirigeants et tout, pour notre rapatriement aujourd'hui. Le seul conseil que je peux vous apporter, mes frères, honnêtement, devant Dieu, devant les hommes, ne prenez plus la rue de la Libye, parce que ce n'est pas du tout joli à entendre. Ce n'est pas joli à vivre, ce n'est pas joli à voir. La réinsertion et la reconversion de ces migrants ne seront aucunement un long fleuve tranquille. Mais c'est déjà bien pour eux de jouir du statut de rescapés. Quand on sait que beaucoup ont péri, ils préfèrent désormais endurer ici qu'ailleurs. Je rentre donc gonflé à bloc et déterminé pour que j'en ai réussi à me battre. Parce que dehors, tu es d'abord sans papier. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es obligé de vivre caché dans la maison, tout ça. Et tu peux faire que des petits boulots. Ça ne peut te permettre que de manger, dormir.
Et après, si tu tentes les routes comme la Libye, on va te kidnapper. C'est ta famille au Cameroun, qui est une famille qui se bat. Tu vas les appeler de payer 1 500 $, 2 000 $, ils vont prendre ça. Ce sont quelques 250 migrants qui ont regagné le bercail grâce à un programme mis en œuvre par le gouvernement et l'Organisation internationale des migrations avec le soutien financier de l'Union européenne. À leur descente d'avion, chacun des migrants, en dehors de l'accompagnement médical, devrait recevoir une somme de 105 000 francs CFA, de quoi assurer le transport pour le retour en famille. Voilà, alors docteur Wansi, après ce reportage, qu'il faut préciser, intervient dans le sillage donc, de ces images choquantes, de ces violences qu'on a enregistrées, visiblement dans une localité près de Tripoli, en Libye. Ces images, d'abord diffusées par CNN, ont ensuite fait le tour du monde. On dit que c'était le 14 novembre dernier. On voit donc des images dans lesquelles des jeunes sont traités comme des esclaves, vendus. On se souvient, ça rappelle des images de la tête négrière. Et maintenant, on a ces Camerounais-là qui reviennent au pays. Quel est le meilleur angle de réflexion qu'il faut mener en rapport avec cette question? Est-ce qu'il s'agit d'interroger les raisons, les causes de ces multiples aventures sans lendemain dans lesquelles s'engagent ces jeunes, bien sûr au péril de leur vie? Est-ce qu'il s'agit de réfléchir maintenant sur la politique qu'il faut mettre en place pour la reconversion de ces jeunes, pour leur permettre bien évidemment de mieux se retrouver dans leur entourage et ne plus penser à repartir? Quel est le meilleur angle de réflexion sur cette affaire? Il faut d'abord essayer de contextualiser les choses et se dire le numérique nous a permis de voir ces images en Libye, mais ce sont des faits qui se passent régulièrement dans beaucoup de pays du Maghreb. Je connais la Mauritanie, où ces pratiques se font encore, le Soudan. Je connais d'autres pays tels que... Et pour l'essentiel, vous citez là des pays arabes. Je cite des pays arabes parce que, pour avoir voyagé là-bas, je sais que dans le subconscient des peuples arabes, les Noirs sont des sous-races. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, il y a des pays arabes qui cachent leurs Noirs jusqu'à présent, ou bien des pays de tradition persane. Est-ce que vous savez qu'il y a des Noirs iraniens? Il y a des Noirs irakiens. Mais le traumatisme est tel que ils ne s'affichent pas, ils n'affirment pas leur négritude. C'est grave. Donc le numérique nous a permis de voir ce qui s'est passé en Libye. Mais ce sont des faits journaliers. On vend des gens. Lorsque vous allez en Mauritanie, tous les travaux pénibles, les corvées d'eau dans les champs sont faits par des Noirs, les Haradines. C'est choquant. Il y a eu un moment où le président Senghor, dans les années 60, avait demandé aux Noirs de Mauritanie de venir au Sénégal et de prendre la nationalité sénégalaise. Et la situation était telle que beaucoup n'ont pas accepté, se sont restés attachés à leur terre. Mais dans les années 80, vous connaissez l'histoire, des officiers noirs mauritaniens ont été massacrés. Pourquoi? Parce qu'ils revendiquaient leur identité. Mais le sentiment qu'on a, c'est que le gouvernement libyen, visiblement, dit ne pas comprendre grand-chose. On a écouté les responsables indiquer que, bon, ils vont mener des enquêtes sur cette affaire pour savoir exactement de quoi il est question. Finalement, c'est quoi? C'est de la roublardise? Non, la Libye n'existe plus comme État. On ne peut pas parler d'un État en Libye. La Libye est un État en lambeaux, déchiré par des groupes armés qui s'affrontent tous les jours. Donc, un groupe armé peut faire, ou bien encore un homme armé, ou encore un groupuscule armé peut procéder à toutes ces actions que vous avez vues à la télévision. Alors, docteur Issoba, sur cette question-là, qu'est-ce que cela vous explique comme analyse? Est-ce qu'au-delà de cet aspect,
Bon, le docteur Wansi semble indiquer qu'en réalité, c'est parce qu'aujourd'hui, avec la percée numérique, on a pu découvrir tout cela, mais que c'est des choses qui existent depuis belle lurette. D'ailleurs, la traite arabe ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que, au-delà de la question de la reconversion de ces jeunes qui reviennent, est-ce qu'il faut interroger les causes? Et sur ces causes-là, est-ce que vous voyez une relation avec la situation socio-politique de la Libye aujourd'hui, conséquence de la destruction de ce pays au lendemain des, comment on appelait ça, de la chute de Muammar Kadhafi dans le mouvement global de... Justement, l'État libyen est un État aujourd'hui en crise. On peut l'évoquer avec pertinence. Quand on voit que des actions comme celle-là sont menées, sans que l'État réagisse, on comprend que l'État est désormais ailleurs. Moi, je dois pouvoir indiquer que, vous savez, les droits qui sont reconnus aux êtres humains sont des droits universels. Ça veut dire que l'être humain, partout où il se retrouve sur le globe terrestre, il mérite d'être protégé. Il mérite justement de se soumettre aux lois de l'État dans lequel il se retrouve. Donc, et ça me permet de faire un autre commentaire pour indiquer que l'être humain donc bénéficie de doublement d'une protection. C'est-à-dire qu'une protection maximale lorsque le corps est en vie et une protection minimale lorsque le corps est sans vie. Et lorsque le corps est en vie, ça veut tout simplement dire que les principes tels que l'inviolabilité, l'incessibilité et surtout l'indisponibilité du corps humain doivent être mis en exergue. Donc, les actes d'esclavagistes qui sont posés dans cet état de Libye nous amènent à réfléchir, qui violent de manière flagrante les instruments juridiques. Vous êtes donc là sur la voie du secrétaire général des Nations Unies qui parle des pratiques qui peuvent friser des crimes contre l'humanité. Justement, il faut d'abord poser ces aspects juridiques, ces éléments juridiques pour pouvoir donc questionner l'état des lieux. Et vous avez posé la question aujourd'hui de qu'est-ce qui peut justifier les causes. Les causes sont connues. Vous savez, si vous avez le Eldorado de chez vous, les gens ne vont pas immigrer ailleurs pour aller chercher, comment dire, pour aller chercher le bonheur, l'épanouissement ailleurs. Donc les causes peuvent être celles-là, c'est-à-dire que celles qui se structurent autour de la mauvaise gouvernance, de la pauvreté ambiante, qui peuvent donc justifier que les uns et les autres tentent d'aller rechercher l'Eldorado hors de l'État dans lequel ils ont un lien juridique. Donc moi je pense pour ma part que les causes sont simples. C'est la mauvaise gouvernance, c'est la pauvreté ambiante, et les jeunes aujourd'hui, tout être humain est tenté de rechercher le bonheur. Nul n'est né justement pour souffrir. C'est la raison pour laquelle les uns et les autres peuvent donc aller dans les pays maghrébiens, tels que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et justement, ce ne sont pas des pays aujourd'hui où l'épanouissement de l'être humain est pris en compte. Alors, professeur Pécan, sur les causes et ensuite sur l'avenir de ces jeunes qui maintenant, par exemple, sont revenus sur le territoire camerounais, parlant de ces 250 dans cette première vague de Camerounais arrivés. Je tiens à préciser que cette émigration ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'étais à Alger, nous avons eu à accueillir des jeunes Camerounais qui avaient traversé le Sahara à pied et qui étaient justement de passage en Algérie pour aller en Europe. Alors pourquoi l'Europe? Parce que le mythe du paradis terrestre que la puissance colonialiste a toujours constitué pour les coloniser n'est pas complètement effacé. On a l'impression donc que la colonisation ayant été faite pour exploiter nos pays et surtout pour nous traiter comme des sous-hommes, tout le monde aspire à l'émancipation. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque coloniale, même chez nous, il y a eu le statut d'indigénat qui n'était pas meilleur. Il y a les travaux forcés. Donc, ça veut donc dire qu'il ne faut pas aller chercher très loin pour comprendre que l'histoire se répète quelque part. Et tout ceci parce que, effectivement, nos pays ne sont pas suffisamment maîtres de leur destin. Nos peuples ne sont pas suffisamment maîtres de leur histoire pour empêcher que les jeunes qui sont désœuvrés, qui sont dans un chômage, je dirais, endémique, se cherchent ailleurs. Et le premier réflexe, c'est d'aller aussi au paradis terrestre que constitue l'Europe.
Alors, professeur Olengini, peut-être qu'avant d'explorer des solutions qui permettent de faire face de façon durable, efficiente à cette problématique-là, il faut fondamentalement diagnostiquer, je veux dire, de façon réelle, les causes. À quel niveau situez-vous ces causes-là? Est-ce que c'est une question de gouvernance? Est-ce que c'est le mirage européen? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour comprendre un phénomène de cet ordre, il faut en avoir une analyse complexe. S'il fallait revenir aux causes, ces causes se présentent donc comme une chaîne. Il y a des causes locales, il y a des causes régionales et nationales, il y a des causes internationales et des causes mondiales. Mais celles qui sont les plus déterminantes, ce sont les causes mondiales. Nous avons simplement l'expression de la réalité du système monde actuel que nous appelons commodément la globalisation. La globalisation, elle a deux visages. Elle a le visage des pays centraux, ce qui constitue les pays dominants de ce système, qui sont essentiellement les pays industriels, capitalistes. Et puis elle a le visage aussi de l'hyperpériphérie, c'est-à-dire de ceux qui dans ce système sont coincés dans les positions les plus défavorables. Et le grand malheur de l'Afrique subsaharienne, c'est qu'elle est la zone la plus défavorisée dans ce système parce qu'elle est le plancher du système monde qui s'est construit à partir du XVe siècle. Ce qui est là est très très intéressant, c'est parce que ça montre bien qu'aujourd'hui les racines de la mondialisation sont en train de réapparaître. Ces racines, elles se sont constituées notamment à travers le système du commerce triangulaire, parce que c'est ce système-là qui a permis à l'Occident européen de se projeter dans le monde, de devenir aussi euro-américain, puis euro-océanien, et d'engager donc un processus de colonisation du monde. Ce processus-là, il crée quoi? Il crée justement toute la mythologie sur le fait que la société industrielle capitaliste serait le bout du monde, le paradis accompli sur Terre, alors qu'en réalité, cette société est inscrite dans des rapports d'inégalité, de domination, d'oppression et d'exploitation des autres. Et dans ce système, comme le disait le professeur Tekam tout à l'heure, justement, l'autonomie ou l'indépendance de nombre de pays est restée purement formelle. Ça ne veut pas dire que ce soit insignifiant, mais c'est formel. Ça veut dire donc que ces pays-là n'ont ni les capacités politiques, stratégiques, économiques et culturelles d'assurer leur émancipation et particulièrement l'émancipation matérielle de leur population. À partir de ce moment, une bonne partie des populations, surtout depuis les années 70, lorsqu'on a engagé les politiques néolibérales d'ajustement, pensent, avec l'étranglement qui résulte des politiques d'ajustement, qu'on ne peut trouver le bonheur qu'ailleurs. Sauf qu'ailleurs, même au centre, il y a déjà ces politiques d'ajustement. Et donc, le cœur du système, le cœur européen, américain du système est en train de se refermer. Et il a donc construit un système de contrôle. Dans ce système, il y a des pays qui sont les postes frontières de l'Empire. Ces pays, ce sont les pays du nord de l'Amérique latine, notamment le Mexique, et ce sont les pays d'Afrique du Nord, qui sont utilisés dans le système pour empêcher que les nouveaux barbares qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne, entrent dans l'Empire et l'envahissent. Vu sous cet angle-là, s'il fallait faire une hiérarchisation donc, des causes de ce phénomène, vous semblez indiquer que ces causes sont d'abord d'ordre mondial. Elles sont d'ordre mondial, mais il ne faut pas les examiner nécessairement dans cette logique de hiérarchisation. Oui. Il faut les comprendre dans la logique de la complexité. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je dis que les causes principales, entre guillemets, sont mondiales, que les causes nationales n'ont aucun sens. Oui. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure... Quand je posais la question, c'était qu'au moment maintenant où il faut envisager des solutions pour faire face à ce type de phénomène, quels sont les meilleurs leviers? Non, tous les leviers doivent être actionnés. Oui, mais en même temps, ils ne peuvent pas être actionnés. Non, ils peuvent peut-être... Non, justement, c'est ça la complexité du système. Si vous actionnez seulement les leviers locaux et nationaux, vous n'allez pas résoudre le problème tant que justement l'autonomie et la pleine souveraineté ne sont pas constituées dans nos pays. Ça veut dire donc que, comme les groupes gouvernants n'ont pas la capacité, et c'est ça que nous appelons commodément la mauvaise gouvernance, d'insérer correctement les populations de manière à ce qu'elles soient
matériellement confortable, il y aura toujours des couloirs qui seront ouverts pour que les gens pensent pouvoir aller chercher le bonheur ailleurs. Sauf que le système est fermé parce que les pays du centre ont des caractéristiques démographiques particulières. Ils ont une démographie vieillissante et ils sont de plus en plus conscients qu'ils ne peuvent plus se reproduire de la même manière que des sociétés qui sont en phase d'épanouissement démographique. Donc ils créent une véritable forteresse. Et je vous dis, ces pays-là sont aujourd'hui, par les partenariats, ils sont dans la logique de freiner donc le mouvement d'invasion des barbares, entre guillemets, que nous sommes vers les pays centraux du système. Alors, vu sous cet angle-là, docteur Ouassi, cela signifie que, effectivement, la question est complexe et que, finalement, les mesures qui peuvent être engagées par des gouvernements, que ce soit de façon unilatérale, ou que ce soit dans le cadre des regroupements régionaux, ou, je ne sais pas, un peu plus macro, finalement, c'est peut-être le mythe décisif, enfin, éternel recommencement. Je pense que les États sont désarmés en interne et désarmés dans les sous-régions, c'est-à-dire elles n'ont pas suffisamment de moyens pour contrecarrer la sortie ou bien encore les vagues migratoires qui partent du sud vers le nord. Oui, mais le professeur Onangui semble indiquer qu'au-delà de et surtout, si vous permettez rapidement, et surtout, les groupes gouvernants de nos pays utilisent ça comme un mécanisme de défoulement. C'est-à-dire ça permet de relâcher la pression interne et donc de neutraliser un certain nombre de luttes sociales. Tout à fait. Donc, oui, non, ça veut dire qu'au-delà de l'incapacité des États à gérer cette pression-là sur le plan interne, il y a également une dimension internationale, je veux dire quoi, liée à la géopolitique mondiale. C'est ce que semble l'indiquer. Oui, je veux parler de cette géopolitique mondiale. En fait, il faut reconnaître que tout ça gravite autour aussi de l'avènement du numérique. L'avènement du numérique a libéré... Oui, qui est également une des composantes de cette mondialisation, forcément. A libéré la communication. Elle a libéré la communication en présentant le Nord comme le paradis à acquérir. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir une photo d'une ville européenne sur Google. Donc, a suscité des appétits. Donc, a suscité des appétits et se pose donc le problème ici en droit de la libre circulation des personnes et des biens. Parce que les États sont coincés. Si il advenait qu'on limite les vagues migratoires, le problème de droit s'opposerait de savoir est-ce qu'on devrait empêcher les gens de se déplacer d'un point à un autre. Non, ce n'est pas possible. Donc c'est une autre source de réflexion qui se présente aux États. Mais les États sont conscients que ce sont des soupapes. En fait, des soupapes pour limiter la pression en interne. Je me souviens, il y a eu un moment au Cameroun où le passeport était considéré comme un diplôme. Vous comprenez? Mais quelques années après, peut-être pour des raisons de sécurité ou bien des raisons économiques, je ne sais pas, quelques années après, on a donné un passeport à tout le monde parce qu'il y avait une demande de départ. Ce n'est pas, aujourd'hui il faut croire que ce n'est pas aujourd'hui que commencent ces vagues d'immigration. Elles commencent même après les indépendances, dans l'incapacité d'apporter des solutions démocratiques au système à leur système de gouvernement. Alors, on libérait les frontières, partait. Donc, l'Europe s'est toujours présentée pour nous, tout jeunes, quand nous étions tout jeunes, comme étant le paradis. Alors, Dr Issoumba, finalement, vu sous cet angle-là, la sortie du secrétaire général des Nations Unies peut être considérée finalement comme une distraction, puisque la question visiblement est beaucoup plus complexe, beaucoup plus importante que ça. Non, moi je pense pas. Sinon, jusqu'où peut-il aller? Je ne pense pas, plus qu'en réalité, le secrétaire général a fait une sortie honorable, pour préciser d'abord, pour indiquer de manière claire les différents instruments internationaux qui viennent en réalité régler de telles exactions. C'est-à-dire qu'il a fait une sortie sous un angle juridique pour indiquer que voilà, des instruments internationaux juifs défendent et interdisent de tels actes. Et aussi... Si je pose la question, c'est parce que, comme vous l'avez indiqué certainement sur ce plateau, la traite
négrière ou la traite ou l'esclavage de façon globale date pas d'aujourd'hui. Le professeur Roland a indiqué tout à l'heure que, en revenant sur le commerce triangulaire, qui date du 15e siècle, on se souvient que après, je veux dire quoi, à un moment donné, il y a eu cette révolte des esclaves noirs d'Amérique. On se souvient bien évidemment de Toussaint Louverture et beaucoup d'autres. Et puis il y a eu, puisqu'on parlait des instruments internationaux, il y a eu le congrès de Vienne. Justement. Par exemple, où on a indiqué qu'il fallait de façon définitive mettre un terme. Alors il y a eu une succession de traités, d'accords, de textes dans le sens justement de mettre un terme à ce type de pratique. Mais aujourd'hui, j'ai failli dire 2 siècles après, on a l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que finalement ces instruments internationaux, ces textes, ces accords... Oui, je pense que le docteur l'évoquait avec pertinence. Vous savez, la mise en place de ces tests, on l'a vu, elle a permis de juguler le phénomène esclavagiste. Mais comme il a indiqué si bien, ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Oui. C'est un phénomène qui est vieux dans sa pratique. Et ce qu'il faut pouvoir indiquer, c'est que même nous-mêmes, les enseignants, on est toujours marqués par ce mythe de pouvoir aller fouiller ailleurs. Or, pourtant, sur place, nous avons des éléments nécessaires qui puissent permettre de renforcer nos capacités intellectuelles. J'ai un étudiant que j'ai eu aujourd'hui, quand je lui ai dit que je venais faire cette émission, il m'a indiqué qu'il était en Italie avec une de ses cousines pour aller faire les cours de droit là-bas. Et il a été malheureusement surpris de constater que sa sœur avec laquelle il était allé en Italie s'est plongée plutôt dans la pratique de la prostitution et a laissé de côté l'école qu'elle était allée faire. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que ne nous plongeons pas dans le mythe de l'Eldorado de l'extérieur. Nous créons des capacités en interne qui puissent permettre que le citoyen camerounais, par exemple, puisse jouir de tout ce qu'il a sur le plan interne sans pouvoir penser à trouver un épanouissement qui viendrait de l'extérieur. Donc, c'est pour indiquer qu'en fait, le phénomène n'est pas nouveau. Aujourd'hui, il s'est renforcé avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça permet donc aujourd'hui de toucher du doigt. Regardez, on a vu les images circuler. Comment est-ce que les Noirs qui sont en Libye sont maltraités avec une violence et une cruauté extrême. Donc, tout cela permet de comprendre aujourd'hui que le phénomène a grandi. Et avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, ça permet de mieux le saisir et de réfléchir sur des portes de sortie. Professeur, c'est quand même peut-être pour sortir de la question. On a l'impression que le sujet a 2 facettes. Oui. La première facette, c'est celle des migrations. Et donc, il faut peut-être voir ou mettre en place des politiques qui permettent de contenir ces mouvements-là ou de gérer les flux migratoires. La deuxième facette de la question, c'est certainement ces traitements cruels, inhumains et dégradants dont sont victimes ces Africains qui se retrouvent dans ces pays-là. Et il faut y apporter des solutions. Moi, je pense que c'est peut-être cynique, mais à quelque chose malheur est bon. Je crois que le témoignage de ces jeunes, avec les brimades, je dirais même les barbaries qu'ils ont subies, devrait sensibiliser les jeunes d'ici à comprendre que l'Eldorado n'existe pas. Surtout pas chez l'autre. Encore moins chez l'ancien colon. Ça devrait donc, premièrement, amener les jeunes à se conscientiser et comprendre que mieux vaut être dernier chez soi que de tenter l'aventure ailleurs. Et c'est ce qui interpelle maintenant nos gouvernants. Parce que le fait que le gouvernement soit aujourd'hui obligé de rapatrier ces jeunes-là, bon gré mal gré, trouve que quelque part nos gouvernements sont interpellés par cette situation-là. Ils ne peuvent plus continuer à faire la politique d'autruche. Parce que comme a dit le professeur qui dit tout à l'heure, l'Occident veut vivre en presque... On aurait souhaité que l'Occident vive en autarcie, ce qui l'empêcherait de nous exploiter. Parce qu'en vrai dire, non, regardez, je prends un exemple. Il a parlé tout à l'heure de mondialisation. Prenons par exemple cette mondialisation. En fait, l'un des avantages pour les Occidentaux, pour les multinationales, c'est la libre circulation des capitaux. Mais pourquoi le crédit encore cher chez nous? En Europe, vous avez des crédits à taux zéro. Mais chez nous, le taux moyen, c'est 15 à 20%. Pourquoi? Pourquoi?
Ça veut donc dire que c'est peut-être une sorte d'impérialisme qui arrange l'Occident, parce que plutôt que de devoir accepter qu'on mette fin au partage inégal des ressources internationales, non, on préfère que cette situation-là perdure, parce que, il faut le dire, le discours du secrétaire général est très beau, très interpellatif, mais j'ai l'impression qu'il prêche dans le désert. Parce que les Occidentaux, et ici c'est le moment de le dire, peut-être nous ne sommes pas assez radicaux. Il faudrait que les Africains comprennent que l'Occident, n'est-ce pas, comme disait le général de Gaulle, un grand État n'a pas d'amis, mais des intérêts. Rappelez-vous bien, surtout les chefs d'État africains doivent se rappeler cette cinglante leçon. Un grand État n'a pas d'amis, mais des intérêts. Il est donc temps de cesser de pleurnicher sur notre sort. Il faut que nous comprenions que notre salut dépend de nos convictions, de nos combats, de notre volonté de nous affranchir d'un monde inégal. Peut-être même que quelque part, nous pouvons aussi créer une espèce d'apartheid. Vraiment, parce que si les Africains ne comprennent pas que quelque part, il faudrait faire révolution comme les Arabes l'ont fait à un moment avec le pétrole, pour nos richesses, eh bien, on ne s'en sortira pas. Vous glissez vraiment vers le radicalisme, la Ah, ben oui, ça, non, vous savez, c'est écrit dans la Bible, hein. Plus vous augmentez votre science, plus vous augmentez votre malheur. Parce que vous comprenez que finalement, vous êtes, comme disait Fanon, les damnés de la terre. Voilà. On semble être venu accompagner les Blancs, et il le montre. À un moment, Sarkozy nous a nargués en parlant d'immigration choisie. Ça voulait donc dire qu'on va venir chez nous prendre les meilleurs pour aller vers eux. J'attire votre attention en tant qu'universitaire. Le professeur Nguéné ne me démentira pas. Regardez tous nos IPS. La plupart de nos IPS sont tutorés par des universités, des écoles européennes. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. C'est parce que leurs laboratoires sont vides. Les jeunes Européens ne veulent pas rester longtemps. C'est nous qui les sollicitons, hein, professeur. Non, non, s'il vous plaît. Non. Ces laboratoires-là sont vides et ont besoin des gens pour les faire tourner. Parce que l'Occident, avec son industrialisation, a bénéficié de fruits de la recherche. Il faut aujourd'hui que l'Afrique aussi pense à organiser sa recherche, c'est-à-dire recherche introvertie. Je suis désolé. Professeur Nguéné, lorsqu'on vous écoute dans les grands affaires tout à l'heure, le sentiment qu'on a, c'est que la politique de reconversion que pourrait mettre en place l'État du Cameroun ou peut-être les autres États, en réalité, ne serait que du Africains, les pays africains. Non, ça ne sera que du saupoudrage tant que nous nous situerons à une certaine hauteur. En fait, le problème, il est lequel? C'est qu'aucun pays africain n'a la taille critique pour faire face aux défis de ce système. D'où la nécessité des regroupements. D'où la nécessité des regroupements, mais des regroupements qui sont fondés sur une combinaison à la fois culturelle, civilisationnelle, géopolitique et géoéconomique. Malheureusement, on nous entretient dans l'idée que c'est utopique, mais en même temps, la réalité nous fait comprendre que si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons rien faire. Je voudrais souligner des points importants dans ce que le professeur Tekama dit. C'est l'arbitraire du système. Ça veut dire qu'on ferme les frontières, mais on les rouvre quand on veut, c'est-à-dire notamment pour, en fait, piller nos élites. Et en pillant nos élites, nos intelligences, en fait, on nous neutralise. Donc, nous allons là-bas, bon, pour notre satisfaction individuelle, c'est bien d'aller dans des universités américaines, allemandes et tout ça, mais en réalité, chaque fois qu'un universitaire, chercheur, enseignant africain quitte l'Afrique, il condamne l'Afrique à la perpétuation de cette subordination. Et on pille effectivement, et ce n'est pas simplement l'Afrique qui est victime de ça. En réalité, par exemple, aux États-Unis, les États-Unis vivent aujourd'hui largement de l'intelligence des pays du Sud. C'est-à-dire qu'ils cooptent les meilleurs, ils les insèrent dans leur système de recherche et de réflexion, et eux, ils bénéficient de l'intelligence de gens qui ont pourtant commencé leur formation dans nos systèmes. Alors, par contre, on filtre donc maintenant, disons, l'immigration des petits. Et on choisit en fonction des besoins économiques, parce qu'on a quand même besoin aujourd'hui dans ces pays-là
d'un sous-prolétariat, des gens qui sont très mal payés, mais qu'on exploite de manière importante. Mais le problème, c'est que la pression est trop forte. On ne peut pas accueillir tous ceux qui veulent entrer. Pour ça, là, je vais vous lancer sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, est-ce que le problème n'est pas fondamentalement l'incapacité des États à assurer le retour des personnes qui sont formées à l'extérieur et qui pourraient revenir? Parce qu'en réalité, quand vous parlez de cette immigration, de l'intelligentsia, de façon globale, on a des exemples dans l'histoire, notamment les pays d'Orient. On se souvient que le Japon, par exemple, pour réussir sa révolution, Meiji, par exemple, a dû envoyer beaucoup de ses fils à l'étranger. La Chine s'est mise pratiquement sur le même schéma. Il y a eu des gens qui sont allés à l'étranger, notamment en Occident, qui ont appris, mais qui sont revenus. Est-ce qu'il ne s'agit pas de mettre en place des boutiques qui permettent effectivement... Là, maintenant, ça pose le problème de la maturation à l'intérieur des sociétés africaines, d'élites qui ont le sens de l'histoire et qui ont le sens stratégique et qui comprennent les vrais défis, qui ne se contentent pas des petits privilèges que le système leur accorde de gouverner chacun son pays, avoir des comptes en Suisse, maîtriser la population chez soi, rester au pouvoir pendant 100 ans. Bon, ça c'est des privilèges dérisoires en termes collectifs. Le vrai enjeu pour les sociétés africaines aujourd'hui, c'est de construire une citadelle, c'est-à-dire une autre forteresse. Peut-être ne pas se fermer complètement au monde, mais fermer largement l'Afrique. Et d'ailleurs, le système empêche les Africains de se projeter ailleurs pour s'enrichir. Ils ne peuvent s'enrichir qu'en Afrique et sur l'Afrique. Et pour s'enrichir, justement, pour s'enrichir en Afrique et sur l'Afrique, il faut évincer ceux qui s'enrichissent en Afrique à la place des Africains. Très juste. Je vous propose, messieurs, de marquer une pause et de sortir de cette question pour évoquer un autre sujet. On parle de l'Afrique. Oui, et bien évidemment, un autre fait d'actualité majeure sur le continent africain cette semaine, c'est la démission de Robert Mugabe. Vous avez parlé de 100 ans au pouvoir, c'est une figure de style certainement, mais ce n'est pas très loin du temps que Mugabe a eu au pouvoir, 37 ans, en tout cas depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Il a été forcé de jeter l'éponge cette semaine et je vous propose, pour planter le décor, dans cette deuxième partie de l'émission, de regarder cet élément qui rappelle, ou si vous voulez, qui nous rappelle dans l'arrivée à Harare, il y a quelques heures, du vice-président qui, il y a quelque temps, avait été mis au banc par Robert Mugabe. C'est lui qui va assurer l'intérim à la présidence de la République en attendant l'organisation des élections. Je vous propose de regarder dans cet élément. Emerson Mnangagwa, de retour au Zimbabwe, c'est tout le processus de transition qui est enclenché. Une transition qui verra l'ancien vice-président limogé par Robert Mugabe le 6 novembre dernier prendre les rênes du pouvoir. Déjà désigné président de la ZANU-PF le week-end dernier, la puissante machine du parti au pouvoir a fait de lui le successeur de Robert Mugabe. Il prêtera serment dans les jours à venir, mais surtout dirigera le pays jusqu'à la tenue des élections, soit à peu près 3 mois. Sa désignation comme président de la ZANU-PF fait de lui le candidat naturel de ce parti majoritaire au Parlement pour l'élection présidentielle à venir. Seulement, de nombreux Zimbabwéens et même des observateurs s'interrogent sur la posture qu'adoptera Mnangagwa pour la suite. Le crocodile tel qu'il est désigné, qu'on dit malade, tentera-t-il de poursuivre après les 3 mois de transition malgré son état de santé et ses 75 ans? Si c'est le cas, d'aucuns estiment que rien n'aura véritablement changé car Mugabe et Mnangagwa incarnent le même système. Les Zimbabwéens d'Harare, de Bulawayo et autres parties du pays s'attendent aujourd'hui à une véritable révolution économique, une ouverture démocratique palpable et un changement visible dans les libertés après le départ de Robert Mugabe. Les 90 jours à la tête du pays de Mnangagwa et surtout ses premières décisions permettront de se faire une idée sur le futur du Zimbabwe. Alors, Dr. Somba, vous comprenez les scènes de liesse qu'on a observées dans les rues d'Harare à l'annonce de la démission du président Robert Mugabe. Est-ce que ça se comprend? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Le fait pour ces populations d'observer que le pays a évité un bain de sang, ou bien le fait de remarquer que Robert Mugabe, 37 ans après, finalement jette l'éponge?
je dois avouer que lorsqu'on regarde la liesse qui entoure ce peuple, qui se manifeste à travers les mouvements de joie, on doit faire une double lecture. La première, c'est d'abord comme si le peuple zimbabwéen a l'impression qu'on les a sortis d'une cage qui était pendant longtemps enfermée. Ça ne veut pas dire que les libertés et bien d'autres choses qui structuraient l'État n'étaient pas respectées, mais la longévité ici de Robert Gabriel Mugabe et son départ, et ça c'est ce qu'il faut relever, qui me semble être pertinent, c'est le départ sans effusion de sang. C'est un des premiers points à relever. Et l'autre point qui me semble également important, c'est justement que on a réservé une sortie presque honorable à ce monsieur, à ce grand nationaliste, à ce patriote qui a, on connaît ses prises de position, d'ailleurs, d'abord comme le processus de destitution avait déjà été lancé par le Parlement. Hein. Oui, mais écoutez, ça ne suffisait pas, ça ne suffisait pas. Vous avez vu, il a convoqué les généraux d'armée et même devant eux, il n'avait pas toujours lâché du lest pour dire qu'il s'en va et il démissionne. Il a donc fallu toute cette pression populaire pour voir, et même venant de l'armée, pour voir Robert Mugabe plier les chines et accepter de justement laisser l'exercice du pouvoir qu'il avait déjà considéré comme un exercice viager. Parce que 37 ans au pouvoir, vraiment, avec 80, il est âgé de 93 ans. Moi, je pense à mon avis que c'est une sortie pour le peuple qui est honorable. Et on a vu les mouvements de l'Est le confirment. Et ça permet encore, Juvat, si vous en avez gré, de faire un double commentaire. À partir de ce qui arrive au Zimbabwe, on doit pouvoir comprendre que le pouvoir n'est pas un bien, mais c'est un service. Parce que quand on le considère comme un bien, on a l'impression d'avoir un titre de propriété qui peut même être un titre ad vitam aeternam. Or, en le considérant comme un service, on sait qu'on vient, on fait le temps qui est requis, peut-être qui est considéré dans la norme fondamentale d'un État, si c'est 5 ans éventuellement renouvelable une fois, on le fait et on s'en va. Donc, le propos final, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on sent un peu par liesse. Vous savez qu'il y en a qui se sentent investis par une mission divine. Oui, peut-être dit-on souvent que le pouvoir a une origine divine, mais on ne doit pas occulter le fait de ce que sur Terre, le pouvoir a une origine terrestre, vient des hommes, vient des peuples. Là, il faut pouvoir l'invoquer. Donc, pour chuter avec prudence, je veux pouvoir indiquer qu'on constate que le peuple est content du départ sans effusion de sang. On constate également que le peuple a eu un besoin d'alternance pour une voie alternative, parce que là, il faut l'évoquer. 37 ans au pouvoir, on a l'impression que, et ça c'est Olusegun Obasanjo qui le disait, lorsqu'un président de la République a déjà fait plus de 10 ans au service de l'État, au sommet de l'État, ça devient pour lui difficile d'innover. Docteur Joël Raphaël Wansi, est-ce que fondamentalement il y a de quoi pavoiser? Pas du tout, moi je ne pense pas. Je me dis que le pouvoir est générationnel. La génération qui est en liesse dans les rues n'a pas connu les pays de la ligne de front, n'a pas connu la guerre de libération. Lorsque les peuples évoluent, en ce sens qu'il y a des nouvelles générations qui tapent à la porte du pouvoir, je crois que pour les tenants de la longévité au pouvoir, il faut réfléchir parce que le pouvoir use ceux qui en abusent. Lorsque vous êtes au pouvoir et que vous durez au pouvoir, on regarde pour vous, on écoute pour vous, on parle pour vous et on pense pour vous. À ce moment bien précis, vous êtes tellement dilaté, comme le disait François Giroud, ancien ministre, je crois, de Giscard d'Estaing, la dilatation fait que vous ne vous retrouvez plus. Alors, pour revenir à cette situation, je le répète, le peuple en liesse ici, c'est des jeunes qui n'ont pas connu la guerre de libération, qui ne comprennent pas le discours de Mugabe. Qu'ils soient nationalistes ou pas, comme il le disait, ce n'est pas ça qui compte pour eux. Ce qui compte aujourd'hui pour ces gens, c'est quoi? Je veux un travail. Je veux une qualité de vie. C'est ça qui compte pour eux. La légitimité historique de Mugabe, comme la légitimité historique de Bourguiba, comme celle d'Houphouët-Boigny, comme celle de tant d'autres qui ont été des nationalistes, ne compte plus aujourd'hui. La vraie lecture,
c'est la lecture de la gouvernance. Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que les missions de service public offrent pour la promotion humaine? C'est ça qui compte. Alors, professeur Languini, tout a commencé pratiquement, on va, pour faire simple, avec cette décision prise par le président Mugabe de mettre sur la touche son vice-président, certainement pour pas mal d'observateurs, de mettre dans le couloir son épouse Grace, pour que dans les jours à venir, bien évidemment, puisqu'on annonçait un congrès des NPF, de prendre les rênes du pouvoir. Puis, les choses n'ont pas tourné exactement comme le prévoyait Mugabe. L'armée s'est saisie de la question. Il y a eu quelques jours de confusion et au terme de quelques négociations, eh bien, on débouche donc sur cette sortie, sur cette démission de Robert Mugabe, alors que pour pas mal de personnes, eh bien, le processus de destitution avait déjà commencé au Parlement. Un happy end? Non, non. En fait, tout cela est une construction politique. C'est une révolution de palais orchestrée par le cœur d'un système qui a des habitudes de libération nationale et qui, par la libération nationale, a construit un monopole sur le pouvoir. Les systèmes de libération nationale, particulièrement quand ils sont géographiquement proches, comme dans les pays de la ligne de front, ne cèdent jamais leur monopole de manière aisée. Ils peuvent le transformer, ils peuvent le gérer avec souplesse, comme on l'a vu en Namibie, avec les départs du président Sam Nujoma, remplacé par Pohamba, qui lui-même a été remplacé, comme on l'a vu au Mozambique avec la mort de Machel, puis son remplacement par Tissano, puis ensuite par Guebuza. On voit que même en Angola, où il y a eu une longévité forte de Dos Santos, il a fini par partir, il y aura quelques secousses, mais le monopole reste contrôlé. En réalité, ce qui s'est passé au Zimbabwe ne se joue pas dans le sens d'une ouverture. Il s'agissait pour le groupe corporatif qu'est la ZANU-PF de corriger la trajectoire, c'est-à-dire de limiter les effets de la captation de l'influence présidentielle du président Robert Mugabe par son épouse et la faction proche de son épouse, le G40. Donc de corriger la trajectoire pour réinstaller la collégialité qui est liée au système de libération nationale en ramenant dans les jeux des acteurs qui ont la légitimité historique. Tout ne commence pas avec le limogeage d'Emerson Mnangagwa comme vice-président. Ça commence en fait avec le limogeage de Mme Joyce Mujuru, qui était aussi vice-président. Là, les gens commencent à comprendre qu'au sein de l'entourage du président Mugabe, notamment autour de sa femme Grace, il y a des gens qui en réalité veulent faire dévier le projet pour patrimonialiser complètement les commandes de l'État. Ce que les groupes de libération nationale n'acceptent pas. Ça veut dire que s'ils maintiennent le monopole du commandement sur la société, c'est le groupe qui choisit celui qui doit succéder. Et tant qu'il existe encore des gens de la période historique de la libération, c'est eux qui règlent le processus de succession. Voilà pourquoi c'est un ancien, qui lui-même est déjà très âgé, 75 ans, Mnangagwa, qui va prendre le pouvoir. Et ne comptez pas, sauf nouveau rapport de force, que la ZANU-PF lâche le contrôle. La ZANU-PF ne lâchera pas le contrôle du pouvoir. Il s'agit de maintenir le système et c'est pour cela que tout a été fait pour que le patriarche Mugabe ne soit pas physiquement humilié. On l'a simplement contraint pour lui montrer qu'il n'avait plus le capital politique pour pouvoir imposer au groupe la manière de faire, mais on a agi aussi de manière à conserver son symbole. Donc la menace de destitution était purement formelle. Vous avez vu pendant tout le processus tous les égards qui lui ont été accordés, même par les officiers généraux qui sont à la base de ce coup de machine, de ce putsch, de cette révolution de palais. Et donc, de ce point de vue, professeur Dekam, est-ce que le schéma qu'on a suivi, qu'on a observé, finalement, pour ce dénouement-là, est un schéma prévisible, ou bien on peut penser que au finish, il y a eu, bien dans les analyses politiques, il y avait des clés qui manquaient? Parce que beaucoup ont pensé qu'à un moment donné, effectivement, il serait destitué. Je vais vous décevoir. Je n'aime pas beaucoup l'analyse occidentale sur le Zimbabwe. C'est toujours
une analyse tendancieuse, partisane, je dirais même subversive. Biaisé. Je vous donne un exemple. Nous avons suivi en 82 comment Mugabe est venu au pouvoir. Vous vous rappelez les accords de Lancaster House? À l'époque, il y avait des Jan dispositions Smith qui avait installé une forme d'apartheid en Rhodésie, en comme on Rhodésie, disait à l'époque. oui. Et la ZANU-PF, dont Mugabe, se battait pour renverser ce système encore raciste. Parce qu'en fait, c'est une minorité de blancs qui imposait comme en Afrique du Sud. Et qu'est-ce que les colons ont trouvé, et l'Occident? Lors des accords de Lancaster House, on avait formé une coalition artificielle entre Como, Jan Smith et Muzorewa pour pouvoir contrer le courant nationaliste de Mugabe. Je me rappelle très bien, on était en Algérie à l'époque. Lorsque des gens arrivent à Londres, on prend en charge les autres, mais on ne prend pas en charge Mugabe. Ce sont les Suédois qui ont dû payer les frais d'hôtel de Mugabe. Deuxièmement, la Grande-Bretagne s'était engagée à dédommager les fermiers blancs qui avaient confisqué les 80% de la terre. Parce que dans la perspective politique de libération, comme dit le professeur, la ZANU-PF voulait faire une réforme agraire. Et pour cela, il fallait reprendre les terres aux Blancs. La Grande-Bretagne s'était engagée à financer ce rachat de terres. Promesse qu'elle n'a jamais tenue. Mais Mugabe l'a fait de force. C'est ça qui lui vaut les foudres de l'Occident. Et nous disons non, ce n'était que justice. Pourquoi la Grande-Bretagne n'a pas tenu parole? C'est donc pour dire qu'effectivement, il a raison. Lorsqu'un pays, surtout un pays africain, fait sa révolution pour reconquérir sa nationalité, nous avons le devoir, l'obligation morale et politique de soutenir ce pays-là. Parce que c'est une partie de l'Afrique qui est libérée. C'est pour dire que l'Occident, j'étais même surpris que RFI consacre toute une matinée sur l'affaire Mugabe. J'ai été à mon poste, parce que c'est tendancieux. Hein, ils ont soutenu... Vous avez pourtant beaucoup d'amis là-bas. Hein, mais oui, bien sûr. Enfin, entre amis, il peut y avoir aussi des mésententes. Donc, c'est donc pour dire que justement, l'exemple de Mugabe, je ne dis pas que c'est à suivre, mais comme dit le professeur, il fallait que ce leader nationaliste, n'est-ce pas, soit démis avec égard. Votre procédure de décision n'allait pas aboutir. Ça c'est un langage que la presse occidentale a monté de toutes pièces pour faire croire que Mugabe était devenu impopulaire. Jamais de la vie. C'est donc pour dire que dans les pays africains, justement, moi, j'aimerais inviter les politologues camerounais à comprendre que nous ne pouvons pas importer chez nous la démocratie à l'occidental. Je suis désolé. Il y a un sociologue allemand, Tönnies, qui a fait une étude remarquable. Voilà, qui compare la communauté à la société. Voilà, Gemeinschaft et Gesellschaft. Nous sommes de quel côté? Nous sommes du côté de la Gemeinschaft. Nous sommes des communautaristes dont l'Occident ne peut pas nous imposer sa démocratie et ça ne peut pas fonctionner. Professeur, c'est justement, visiblement, cette théorie. Je vais vous relancer, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil de vos idées. Sur cet aspect, justement, le sentiment qu'on a, c'est que, en reprenant cette démocratie occidentale dans nos vases, avec nos contenants, on se retrouve avec des démocraties à géométrie variable, avec toutes les déclinaisons qu'on connaît et les dérives que cela peut entraîner. Parce que, prenons le cas du Cameroun. Pourquoi le problème anglophone? Remontons au système du protectorat. Lorsqu'il y a eu, après la défaite de l'Allemagne, division du Cameroun en deux parties, la partie anglophone et la partie francophone. Dans la partie anglophone, l'indirect rule a persisté. C'est-à-dire que les communautés dirigées par les chefs ont gardé une certaine autonomie. Chez nous, pas. Parce que nous étions colonisés par un pouvoir centralisateur, par un pouvoir concentrationnaire de pouvoir. Alors, donc, il arrive donc que la fédération permette de juxtaposer les deux systèmes. Malheureusement, on y a dit fin. Et on voulait donc
imposer à des gens qui étaient habitués à une certaine autonomie le système unitariste forcé de chez nous. Ça ne pouvait pas marcher longtemps. Voilà l'origine du problème anglophone. C'est donc un problème de culture, c'est un problème d'expérience coloniale. C'est donc pour dire qu'au finish, la décentralisation est une chose vitale pour nous. Parce qu'elle permet aux communautés d'évoluer dans le contexte de la nouvelle République. Elles permettent à ces communautés de ne pas être violentées dans leurs mœurs. Et c'est ça, à mon humble avis, la solution d'avenir pour l'Afrique. Docteur Somba, sur cette question-là, peut-être en prenant en compte les analyses qui ont été faites ou pas, finalement, qu'est-ce qu'il faut applaudir? Ou bien qui doit-on applaudir dans ce happy end au Zimbabwe? Est-ce Mugabe qui a jeté l'éponge, puisque de toute évidence, il a fait pratiquement sans contrainte, entre griffes? Est-ce que c'est l'armée zimbabwéenne qu'on présente comme une armée républicaine? Est-ce que c'est la classe politique zimbabwéenne, notamment au sein du parti gouvernant, qui a démontré à Mugabe qu'il était en position de faiblesse et qu'il n'était plus question pour lui de continuer à faire le forcing? Comment on distribue les bons points? Du coup, moi, je dois pouvoir, d'entrée de jeu, apprécier comme il se doit l'attitude de Robert Gabriel Mugabe. Parce que je dois pouvoir dire que s'il était resté incisif en l'idée de s'accrocher viscéralement au pouvoir... En avait-il les moyens? Mais écoutez, c'était un monsieur très dur. C'était un monsieur très dur. Ouais. Tout à l'heure, on évoquait, il n'a pas perdu sa légitimité. Même si on peut voir le peuple en liesse, je dois pouvoir indiquer que Mugabe est très aimé de son peuple. Et même quand on vivait ce soubresaut, il a fallu qu'il jette lui-même l'éponge à la dernière minute pour voir le peuple se mettre en transe. Donc, moi, je remercie d'abord et j'apprécie l'attitude de Mugabe, qui, au-delà de la boulimie, certainement du pouvoir qu'il avait animé il y a des lustres, à la dernière minute, compte tenu des pressions, il a dû jeter l'éponge de manière sainte, élégante. Bon, maintenant aussi, je voudrais également aussi remercier l'armée, parce que je me rends compte dans cette histoire que l'armée a joué un rôle de restauration de la démocratie. Ça, il faut le noter, parce que l'armée aurait dû utiliser des moyens de force. Mais on s'est rendu compte qu'elle se comportait de manière loyale. Même jusqu'à la dernière minute, on a vu des images où Mugabe recevait tous ses généraux d'armée. Il lui devait toujours allégeance et respect et beaucoup d'égards. Donc moi je pense qu'en second point, il faut remercier l'armée qui, moi, j'estime qu'elle a restauré. Là, vous nous invitez à revisiter les leçons de sciences politiques sur l'organisation ou, si vous voulez, les principaux organes constitutionnels de l'État. De toute évidence, lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que l'armée est un autre pouvoir. Non, écoutez, l'armée peut... Et finalement, peut-être même le principal pouvoir régulateur du fonctionnement des institutions. Oui, c'est qu'on a toujours perçu l'armée sous l'angle des coups d'État. Mais il faut pouvoir aussi lever la réflexion pour dire que l'armée peut passer justement d'une attitude de coup d'État à une attitude de restauration de la démocratie. Peut-être c'est dans cette démocratie à l'africaine dont parle Bosset Tekan. L'armée qui n'a pas fondamentalement la garante de la République. Justement. Je pense que j'ai un avis à mettre dessus, c'est que en fait, on a changé l'homme sans changer le système. On a préservé le système, le monopole d'un parti qui a sa légitimité historique. On ne l'a pas. Donc on a favorisé. Quand vous dites on, vous faites allusion à cette armée-là ou bien à un ensemble d'acteurs? Tous les partenaires qui gravitent autour du pouvoir, même les partenaires comme l'Afrique du Sud ou certains membres de la SADC qui croient encore à certains anciens pays du front, de frontline countries, la ligne de front. Ou la ligne de front. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu, on a préservé un système, on a préservé un équilibre régional. Il y a 2 millions de Zimbabwéens en Afrique du Sud. Aucun président sud-africain n'aurait souhaité une révolution au Zimbabwe. Donc ici, je n'ai Mais vu cet angle-là, on a l'impression que la principale force vient de l'extérieur pour gérer cette crise-là. Je crois que ce n'est pas tout à fait cela. Il y a eu plusieurs apports extérieurs. Des apports extérieurs tels que la SADC
qui est très très méticuleuse sur les questions de changement brutaux de politique, elle est restée plutôt souple, puisque le président zimbabwéen est lui-même le ménager par la SADC. Moi, je suis sur le rôle de l'armée. Je suis sur le rôle de l'armée. Oui, il faut savoir de quelle armée il s'agit. C'est une armée qui est issue d'un processus de libération nationale. Son rapport au mécanisme politique n'est pas le même que dans d'autres pays. Cette armée est au cœur du système de pouvoir. Ce n'est pas, disons, une perspective bourgeoise d'armée républicaine. C'est une armée qui est issue des vétérans de la lutte de libération nationale. Et à partir de ce moment-là, elle se considère comme la garante du monopole du groupe de libération nationale sur les commandes du pouvoir. Maintenant, on va voir dans les prochains mois si ce système de la ZANU Patriotic Front peut résister aux pressions de l'étranger, notamment l'étranger occidental, qui veut s'inviter dans la vie politique zimbabwéenne en s'appuyant sur des groupes qui sont sortis du groupe de libération nationale, comme les groupes qui constituent l'opposition autour des factions du Movement for Democratic Change, le MDC. Donc, c'est là où l'effusion de sang peut arriver, parce que c'est à ce moment donné que vous allez voir la violence, parce que la ZANU-PF ne va pas céder son monopole sur le pouvoir de manière simple. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec le docteur Wansi que nous sommes dans une expérience particulière. Alors, sur cette question-là, finalement, je vais dire quelles sont les grandes leçons qu'il faut donc tirer de cette crise zimbabwéenne, parce que de toute évidence, là, on n'est pas totalement sorti de l'auberge. Il va falloir encore observer pendant quelques temps, notamment, on a parlé de ce congrès et puis d'autres mouvements qui vont intervenir, et à la fin de l'intérim, et puis l'organisation des élections pour la désignation, et finalement d'un président appelé qui va prendre le pouvoir de plein droit. De toute évidence, on n'est pas fondamentalement sorti de l'auberge. Quelles sont les grandes leçons qu'il faut tirer de ces mouvements, professeur Teka? Moi, je pense que, Dival, une fois de plus, nous ne pouvons pas nous comprendre. C'est un système qui est fait pour perdurer, parce que c'est le meilleur garant de la souveraineté du Zimbabwe. C'est comme en Chine. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous allez en Chine vous introduire dans le système politique chinois parce que vous voulez y apporter du... Ou même en Algérie. Avoir de la résistance. Même en Algérie, moi j'ai vécu l'Algérie. C'est le FN qui continue à gouverner. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est un bon écran, une bonne ligne de fond, un bon mur de protection contre l'impérialisme. Non, en réalité, ça veut donc dire que ne vous attendez pas à ce que le MDC puisse revenir en force. Non. C'est normal dans les systèmes qui sont issus de l'île de libération et qui ont des partis de masse au pouvoir. Les choses, ce sont des révolutions de palais qui peuvent avoir lieu. Jamais une révolution sociale qui permet aux autres, à d'autres idéologies de s'introduire dans la gestion du pouvoir. Donc en réalité, après l'intérim, ça va être... Non, c'est donc pour dire que finalement, parce que comme disait le président Toumasa, quand on parle de démocratie, il faut se poser la question, démocratie au profit de qui? Si c'est la démocratie au profit du peuple, je dis que le Zimbabwe est un bon exemple. Si c'est la démocratie au profit de l'Occident, je dirais que c'est à bannir. C'est donc pour dire que, c'est pour ça que j'ai dit que toi, vous et moi, on ne va pas être sur la même longueur, parce que c'est que les Occidentaux sont derrière, surtout la presse occidentale est derrière pour, n'est-ce pas, attiser le feu en espérant que quelque part, ça va renverser le système. Or, justement, ça rejoint le problème de tout à l'heure, d'immigration forcée des jeunes. C'est parce que la société chez nous n'est pas suffisamment, on n'encourage pas suffisamment la justice sociale pour permettre aux jeunes de trouver les moyens de s'émanciper sur place. Or, qu'est-ce que nous voulons finalement? Est-ce que nous voulons des régimes à l'occidental, c'est-à-dire une minorité qui confisque l'essentiel des richesses? Je dis que non, parce que ce n'est pas une tradition africaine.
Nous sommes des sociétés de solidarité. Non, professeur, s'il vous plaît, dans la démocratie, le pouvoir appartient à la majorité, pas à la minorité. Non. Oui, mais si vous permettez, nous sommes traditionnellement, je vais parler du communautarisme. C'est une société de solidarité. Et nous voulons la garder. Les objections du professeur Tekam ont du sens. C'est tout le problème de la démocratie parlementaire dans les sociétés africaines, même là où elle marche institutionnellement. Il n'y a aucune démocratie parlementaire en Afrique fonctionnant qui a produit l'élément stratégique déterminant pour les peuples africains. Le confort socio-économique et l'autonomie et l'indépendance politique par rapport à toute puissance étrangère, quelle que soit son orientation idéologique. Ça fait donc que même quand il y a la démocratie parlementaire, les problèmes sociaux de base restent. Pauvreté large, corruption, prostitution, dépendance culturelle, et en réalité la démocratie tourne à vide. C'est ça le problème. Bon, ça ne veut pas dire que des simples régimes autoritaires arrivent à le régler. Mais ça veut dire que les Africains ne s'en sortiront pas s'ils ne sont pas capables d'inventer des systèmes institutionnels qui s'inspirent de leur histoire, quitte à intégrer donc par la suite des mécanismes qui viennent de l'histoire des autres. Et donc, de ce point de vue, le Zimbabwe est un exemple, dans ce sens-là, qui en réalité ne peut être catégorisé lorsqu'on prend en compte ces différents systèmes ou bien ces différents régimes. C'est ce que cela signifie. Et qu'il va falloir peut-être que les autres États africains s'en inspirent. C'est ce que vous semblez dire, professeur. Effectivement, ce n'est pas au Zimbabwe que vous verrez des ministres de tourner des milliards, ni des fonctionnaires construire des châteaux. Non. C'est pour ça que je dis vraiment, nous avons à nous retrouver, à nous réinventer. Bon, le terme manque. Mais il nous faut n'est-ce pas, nous révolutionner intérieurement pour rester nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là même qu'on peut domestiquer les techniques politiques venues d'Occident. Parce qu'en réalité, dans nos sociétés africaines, nous avions des mécanismes de contrepoids pour freiner l'autorité des chefs centraux. Si vous voyez les monarchies africaines, il y a toujours des conseils qui encadrent l'exercice du pouvoir du roi dans les sociétés qui ont une forme monarchique. Et dans les sociétés qui ont une forme, entre guillemets, égalitaire, c'est des conseils de patriarches et de matriarches qui gèrent. Tant que l'Afrique n'est pas gérée de cette manière, quitte à ce qu'elle récupère des techniques de la démocratie parlementaire, des techniques même de centralisme comme on les applique ailleurs, ça ne marchera pas. Alors, et donc de ce point de vue, cela veut dire, docteur Wansi, que le problème de la longévité du pouvoir devient un problème secondaire. Non, on ne peut pas en faire un problème. Oui, mais en fait, tel que cela est présenté. Non, si vous en faites un problème secondaire. Ça dépend de ce qu'on appelle longévité. Si c'est la longévité d'une personne ou la longévité d'un système fondé sur un pacte social, sur la justice sociale, la solidarité, l'autonomie, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas faire de la personnalisation du pouvoir sur une longue durée, une très longue durée, même pas relative, et affirmer que la question, le problème de l'impact de la longévité au pouvoir ne se pose pas. Ça se pose réellement. Vous-même, si vous voyez quelqu'un pendant 30 ans, 35 ans à la télévision, ça choque quand même de voir le même mec. C'est parce que vous avez une vision occidentale du pouvoir. On n'a pas une vision occidentale du pouvoir. On est lassé de voir le même mec quand même. Non, pourquoi tous les jours quand même le même mec. Vous avez une affaire que de le regarder. Mais c'est lui qui parle. Docteur Wansi, on est lassé de voir les mêmes présidents. Parce que nous sommes maintenant dans la logique de la culturation. C'est-à-dire que nos schémas culturels sont en train de changer. Mais il y a des manières de régler ce problème. Les Chinois, avec les contraintes de leur système, parce que rien n'est parfait, ont trouvé la technique qui consiste à réoxygéner le pouvoir en changeant non seulement le leader central, mais aussi les générations dirigeantes. Par coulissage, mais en gardant le système et avec une certaine efficacité. Donc, on peut explorer toutes les techniques, qu'elles viennent d'Europe, qu'elles viennent d'Occident, qu'elles viennent de l'Asie, pour en fait repenser nos propres systèmes. Donc le problème n'est pas en soi la longévité, c'est à quoi sert la longévité. Et si la longévité, c'est la longévité d'un dirigeant qui est
sous la domination de puissances étrangères, évidemment que ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que non. Non, moi je pense, j'ai voulu quand même toucher un mot sur la question pour indiquer qu'en fait tout ça peut se résumer autour justement de nos lois fondamentales qui doivent en fait avoir le caractère d'une sacralisation, c'est-à-dire qu'en fait on a peur de toucher à la norme constitutionnelle si éventuellement les limitations de mandat sont précisées, on dit 5 ans éventuellement renouvelable une fois, ça réglerait les problèmes et de longévité et de systèmes politiques mis en place, parce qu'en réalité, si nos constitutions ne sont pas devenues aujourd'hui comme des chiffons de papier, parce que c'est aussi ça la question, on les modifie à tout moment, au gré et au profit d'une certaine élite, ça fait donc de sorte que cette question de longévité peut aussi se poser avec acuité. Alors, monsieur, une dernière question pour sortir de ce sujet-là. Est-ce que ce qui se passe au Zimbabwe nous amène finalement à comprendre que on peut rester longtemps au pouvoir et que, au terme de cette longévité, je ne sais pas, c'est pas un terme qu'on n'est pas beaucoup, on peut assurer l'alternance ou le changement, bref, on peut changer de chef d'État après cette longévité sans que forcément il y ait un bain de sang, parce qu'effectivement on a eu l'impression, lorsqu'on a vu la situation évoluer au Zimbabwe, lorsqu'on a annoncé que ça commençait à se compliquer, beaucoup prédisaient une situation de caractère. C'est qu'ils ne connaissaient pas le Zimbabwe. Ils ne connaissaient pas le Zimbabwe et le mécanisme même tel que ça s'est fait. Alors, est-ce que il peut effectivement avoir mouvement sans qu'il y ait des violences, si vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est la pérennisation du pouvoir personnel qui pose problème. Dès lors que une seule personne maîtrise le pouvoir et qui ne met pas ce pouvoir au service des populations, c'est là ça devient problématique. Oui, puisqu'il va s'en suivre cette série de mots que nous connaissons, la pauvreté, la mauvaise gouvernance et reste. Et généralement, les Africains, nous en Afrique, on a été habitués à ça, à voir le pouvoir qui ne finit pas, un pouvoir infinissable, un pouvoir éternel. Un mauvais pouvoir. Un mauvais pouvoir. C'est souvent. Ça choque. Alors, le professeur, vous vouliez dire quelque chose avant qu'on sorte de cette Je voulais dire au docteur Wansi que c'est vrai, quand vous avez une photo dans votre salon que vous regardez tous les jours, vous finissez par vous enlacer. Mais si vous sortez de votre chambre, vous avez tellement à faire que vous ne regardez pas la photo, vous n'aurez pas l'impression que ça dure. Justement. En d'autres termes, nos pouvoirs sont lassants parce qu'ils ne font rien au profit du peuple. Ils ne sont pas là dans l'intérêt du peuple. Ils symbolisent les intérêts étrangers. Et malheureusement, comme l'a très bien exprimé le professeur Ndini, notre problème, c'est la récupération, la réappropriation du centre de décision. Si c'est nous qui mettions en branle notre ligne politique, qui correspond à la défense, parce que finalement la politique c'est quoi? La défense des intérêts. Si c'était nos intérêts que ces gens-là défendaient, on n'aurait pas le temps de voir la longévité, de chronométrer leur séjour au pouvoir. C'est le cas du Zimbabwe justement, parce que ces régimes-là incarnent tellement l'intérêt général que les gens ne voient pas le temps passer. Et c'est ce qui nous manque. Je vous donne un exemple. Beaucoup de républiques africaines francophones, c'est des pâles copies de la 5e République. Or, aucun de ces pays n'a remarqué que la France est un État social. Personne parmi tous nos chefs d'État ne s'est posé cette question-là. Ils vont tout le temps à Paris, ils vont tout le temps se soigner là-bas, mais personne ne s'est interrogé de savoir quelle est la nature fondamentale de l'État français. Vous voyez donc, nous sommes là toujours en train d'imiter les autres sans même comprendre quelle est la finalité de cette imitation. Mais justement parce que la 5e République, c'est un compromis historique. C'est un compromis historique entre les principes du gaullisme et l'alliance de fait entre le gaullisme et les autres acteurs de la libération nationale de la France face à l'occupant nazi, notamment les communistes. Et c'est ça qui a créé donc en 1945 l'État social français
qu'aujourd'hui, les élites néolibérales veulent déconstruire, mais qu'elles ne peuvent pas déconstruire sans provoquer une révolution sociale. Effectivement. Dans tous les cas, messieurs, on n'a pas eu besoin au Zimbabwe d'une tripartite pour régler cette question. Au Cameroun, on en parle encore 26 ans après. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le docteur Adabou Ndamjoya a invité à Yaoundé un certain nombre de leaders politiques et d'acteurs de la société civile pour visiter justement ces accords de la tripartite. Je propose de regarder cet élément qui justement fait le compte rendu de cette rencontre de Yaoundé. Juste derrière, on va dire un mot avant de sortir de l'émission. Le symbole est fort. 26 ans après, Adamou Ndamjoya, le président de l'Union démocratique camerounaise, UDC, a retrouvé le siège qu'il occupait en novembre 1991 lors de la tripartite. Cela à l'occasion de la commémoration des 26 ans de ce temps fort politique au Cameroun. Passé la portée symbolique de ces assises qui ont permis de ramener le calme sur la scène politique camerounaise, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Le bilan de cette rencontre donne lieu à des avis contrastés. Il y a des résultats, ce n'est pas un échec. On a ce qu'on a peut-être vraiment de profondément démocratique dans la Constitution aujourd'hui, c'était à la tripartite. On a parlé de la tripartite, la décentralisation. On a parlé de mandat présidentiel. Il a fallu qu'on puisse changer encore le mandat en 2008, qu'on l'a dit ici, d'où ce n'était pas un échec. Ce qui avait été fait à la tripartite avait permis de résoudre deux problèmes. Un problème de légitimité et qui avait conduit à l'adoption d'un nouveau code électoral, et puis un problème de légalité qui devait permettre qu'avec une reconstitution revisitée, le pays parte sur de nouvelles bases. Malheureusement, le régime en place a travaillé pendant les 26 dernières années à déconstruire ce qui a été élaboré à cette occasion-là. En lieu et place de la conférence nationale souveraine, M. Biapol a réussi à nous faire admettre la tripartite, qui était à la réalité une solution pour lui permettre de se pérenniser au pouvoir. L'histoire nous a montré qu'il avait gagné, parce que les forces réactionnaires de l'époque ont remporté leur bataille sur les forces révolutionnaires que nous étions. 26 ans après, on va dire que c'était une véritable escroquerie. L'idée est même avancée que cette rencontre a surtout été une ruse pour mettre sous le boisseau les problèmes réels du Cameroun. En refusant d'adresser de manière profonde les questions qui se posaient au Cameroun en 1991, en refusant de les adresser de manière profonde par la conférence nationale souveraine, on a laissé que ces problèmes puissent prendre de l'ampleur et éclater au moment où on les attend le moins. Ce qui arrive aujourd'hui était prévisible, c'est-à-dire que la logique d'un pouvoir à Yaoundé qui refuse toute concession dans le cadre d'une démocratie. Aujourd'hui, face aux problèmes dont la crise anglophone, on souligne l'esprit des pères fondateurs poursuivis par la tripartite. Si nous sommes revenus ici, c'est pour dire que le dialogue, les concertations... Du coup, une autre tripartite est même souhaitée. Il faut une autre tripartite, il faut absolument une autre tripartite. Vous savez, les Américains appellent insanity. Le fait que certaines personnes pensent qu'en utilisant une méthode qui ne produit pas les résultats, de bons résultats, que ça changera si on continue toujours à utiliser la même méthode. Si on imagine que les résultats seront différents. C'est insanity. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas continuer à envoyer sur le terrain le Premier ministre actuel et puis tout l'aéropage qui l'entoure, alors que manifestement, ils n'ont aucun crédit sur le terrain. À l'opposé, la question est vue sous l'angle du rapport des forces. Cela en appelant à reconstruire l'altérité face au pouvoir. Aujourd'hui, l'idée d'un dialogue est farfelue parce que les forces ne sont pas capables d'amener le gouvernement à forcément accepter ce qu'il ne voudrait pas accepter. Il faut reconstruire le mécanisme d'évolution de pouvoir. D'abord en résolvant le problème qui est ponctuel, qui est la crise anglophone, et sa résolution passe par une négociation directe entre l'ordre gouvernement de Yaoundé et le leadership légitime anglophone. Et en deuxième étape, il faudrait qu'il y ait un cadre, comme ce qui était revendiqué en 1991, c'est-à-dire
une constituante au cours de laquelle nous redéfinissons notre vivre ensemble, structurons le cadre d'existence à travers une constitution et la mécanique de dévolution de pouvoir dans le cadre des lois qui vont être consensuelles et acceptées par toutes. En somme, des travaux d'Hercule qui sont projetés alors que le pouvoir a l'air de camper sur ses positions. Voilà, on aura certainement l'occasion dans d'autres éditions de 237 débats de revenir de façon plus longue sur cette question en rapport avec la tripartite. Mais on va permettre aux panélistes de dire un mot là-dessus. Professeur Olangini, le Cameroun a-t-il besoin d'une nouvelle tripartite aujourd'hui? Moi, je n'en sais rien. Bon, c'est le jeu des rapports de force politique qui peut nous situer pour savoir si le Cameroun a besoin d'une tripartite ou pas. Parce que la tripartite elle-même est le produit d'une dynamique de rapport de force entre un mouvement social, Cameroun mort, désobéissance civile, et de l'autre côté, un contre-mouvement, la légalité républicaine. Comme le pays avançait vers la guerre civile, on a donc décidé d'avoir cette instance-là qui a eu pour fonction essentielle d'empêcher que le Cameroun aille à la guerre civile. C'était une soupape. Oui. Le contexte, donc, à cette époque, était tel qu'effectivement, il fallait organiser cette tripartite-là à la place de la conférence nationale souveraine qui était exigée par les principaux leaders de l'opposition, professeur Tekam. Je pense que, justement, j'aime bien parler de cette conférence nationale parce que c'est une nécessité pour une société de chaque fois faire un peu le point. On parlait tout à l'heure de nos cultures. Prenez le Ngom Bamou. C'est un bon exemple de démocratie populaire, puisque le chef est jugé, critiqué publiquement et il est amené à faire son mea culpa. C'est originel, c'est africain. La palabra africain, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'Afrique, les dirigeants africains ne peuvent pas gouverner contre leur peuple. Il faudrait qu'il y ait une certaine symbiose entre les gouvernants et les gouvernants. Le contexte aujourd'hui est-il tel qu'il faut absolument... Il faut de tout temps. C'est une thérapeutique incontournable. Il faut que l'on gouverne pour le peuple, pas pour soi. Si le dialogue s'impose comme c'est le cas aujourd'hui, il faut y aller. Il n'y a pas de perdant ni de gagnant. C'est une thérapeutique, une fois de plus, inéluctable. On a parlé de cette conférence nationale souveraine qui était exigée. C'est nous qui l'exigeons. Le président de la République a proposé une tripartite. Aujourd'hui, 26 ans après, en faisant le point, vous avez le sentiment que moi, j'ai raison de l'organiser. J'étais l'un des promoteurs, des revendicateurs de cette conférence. Je l'expliquais par trois nécessités. Une nécessité historique. Il s'agissait pour nous, Africains décolonisés, de nous réapproprier notre histoire en nous dotant d'une constitution qui soit la nôtre. Il s'agissait donc effectivement d'un relook politique, d'un remake politique qui nous permettrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réfléchir sur le type de constitution qu'il nous faut. Obama a eu raison de dire que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et une fois de plus, je continue à m'interroger de savoir est-ce que nous avons raison, tant sur le plan politique que sur le plan développement, de courir après l'Occident. C'est une course perdue d'avance. Donc nous revendiquons cette conférence pour nous permettre nous-mêmes de choisir le type d'institution qu'il nous faut, le modèle de société qui nous conviendrait et qui nous permettrait de nous développer. Docteur Essomba, est-ce qu'à la place du dialogue national dont on parle depuis là, il faut peut-être proposer plutôt une autre tripartite? Je pense, à mon avis, que, vous savez, la forme du dialogue qu'on avait recherché pour aboutir à cette tripartite, c'était justement la forme du débat. Et il fallait donc rechercher la nature du débat, qui était soit une conférence nationale, soit une tripartite. Et je crois que le président de la République avait déjà estimé que la conférence nationale était sans objet. Et on a surfé sur la voie de la tripartite qui, il faut le dire, 26 ans plus tard, parce qu'il y a lieu de faire un bilan, de simplement indiquer que si les projets qui avaient été articulés dans cette tripartite avaient été mis en œuvre, par exemple, il y avait un titre 7 qui était réservé sur le statut juridique de l'opposition, qui, au moment de l'adoption de la constitution finale, a disparu.
Et je dois pouvoir indiquer que l'idée de cette tripartite était de mettre en place une nouvelle constitution. On l'aurait appelé un constitutionnalisme moderne. Et plus tard, c'est le professeur Joseph Forola qui estime en réalité que nous sommes dans un constitutionnalisme rédhibitoire, où on a tactisme, dynamisme, et on a stabilité et modernité. Ou alors, comme on l'a indiqué tout à l'heure, tout s'est joué sur un fond de rapport de force. Alors, docteur Wansi, aujourd'hui, on a besoin de quoi pour définitivement régler, par exemple, cette crise anglophone? Un dialogue national, un large débat, un grand débat, une conférence nationale, souveraine, une nouvelle tripartite. La tripartite était un piège à con. Piège à con parce que lorsqu'on a des accords, il faut mesurer le degré d'applicabilité de ces accords. Et tout a été déconstruit parce que il n'y avait pas de pouvoir suffisamment, c'est-à-dire de contre-pouvoir pour limiter ce que j'appellerais ici la domination de l'une des parties. Donc c'est pourquoi moi j'estime que c'était un piège à con, et je le répète. Il y a eu un consensus autour de la question de l'alternance qui a été réglé par la limitation, par exemple, du mandat présidentiel. Et où nous en sommes avec et dont le bureau a sauté en 2008. On aura certainement l'occasion de revenir sur cette question en long et en large dans une autre édition de 237 débats. On va être obligé de se séparer. Merci, professeur Jean-Michel Tekam, d'être venu sur le plateau de 237 débats. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser au concitoyens. Merci, docteur Issoma, d'être venu. C'est moi. Merci également, docteur Wansi, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Si vous en prie. Merci, professeur Mathias Eriko Nangini, d'être venu, et bon retour à Yaoundé. Infiniment merci, ça nous a fait plaisir de venir sur ce plateau. Je vous en prie. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.